Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir et le grand honneur de d'introduire Madame Angèle Stora-Buron, qui est une grande travailleuse de la Société théosophique depuis des décennies. Angèle est née à Barcelone dans une famille de théosophes en 1952. Professionnellement, elle a été professeure au lycée pendant 37 ans. Elle s'est retirée de son travail d'enseignante et maintenant elle se consacre à plein temps à l'œuvre théosophique. Au sein de la Société théosophique, elle a été active dans la Fédération européenne des jeunes théosophes dans les années 70. Plus tard, elle a été vice-présidente de la section espagnole et membre du comité exécutif national. Pendant une courte période, elle a été membre aussi de l'exécutif de la Fédération européenne. Actuellement, elle est secrétaire générale de la section espagnole et en 2017, le 38e congrès européen s'est tenu à Barcelone sous sa direction pour l'organisation de la section espagnole et le congrès a été un événement formidable et mémorable pour ceux qui y ont assisté. J'ai un double plaisir à l'accueillir aujourd'hui au nom de la section française que je remplace à la place de Madame Nano Leguet, qui était appelée ailleurs, mais elle est parmi l'auditoire. Et le double plaisir vient aussi que je représente la Fédération européenne qui organise dans l'ombre ces événements aussi pour la section, particulièrement cette conférence. Alors donc, avec un grand double plaisir, je t'accueille en reste à parler sur notre plateforme et je souhaite à tous les participants un bon temps pour t'écouter, pour découvrir où elle serait passée la conscience, notre conscience. À toi, Angèle. D'abord, merci beaucoup. Je voudrais remercier d'abord la section française avec au devant Madame Leguet en tant que présidente de la section, de son invitation à parler. Je voudrais aussi remercier Madame la présidente de la Fédération européenne, donc toi. Et je voudrais remercier aussi, et en particulier Christa, qui fait possible que la technologie nous connecte dans la distance. Ensuite, je voudrais remercier tous les assistants qui sacrifient un dimanche après-midi de repos pour venir m'écouter. Parce que rien de ce que je vais vous dire sera nouveau pour vous, car les étudiants de la sagesse éternelle comme vous êtes connaissent bien ce qui est à la base de mes réflexions. Mon souhait ce soir est de partager avec vous quelques pensées, aussi simples qu'elles soient, à propos du sujet de la conscience. Et avant de commencer mes réflexions, je voudrais d'abord partager avec vous une vidéo qui m'a toujours aidé à mettre en perspective la magnitude de l'univers et de l'être humain, qui lui se croirait, paraît-il, le maître de la création. Je parie que vous le connaissez tous parce qu'il est devenu viral dans les réseaux, mais je pense que ce sera un bon début. Ça dure 3 minutes. Et donc voilà. Donc au départ, c'est San Francisco. Maintenant, c'est une vue de la montagne, de l'abbaye, de la côte ouest des États-Unis, la Terre et la Lune et l'orbite lunaire. Et après les astéroïdes, ensuite les planètes du système solaire
Après la ceinture, les planètes nains. Et puis ça continue. Plus loin, toujours plus loin. Encore plus loin. Regardez comme c'est beau. La Voie lactée. On voit les galaxies voisines. Et encore plus loin, on voit le réseau cosmique et l'univers uniforme. Et maintenant, on revient par le même chemin et on fonce. Et parmi tout cela, on en revient à la Terre et nous, on est là. Et Louise, elle est là. Et maintenant, on va faire le chemin à l'envers. On va aller à l'intérieur, rentrer par l'œil, voir les cellules du sang, les chromosomes, la pointe du chromosome, des ADN, les fibres, les atomes, les électrons, et après le vide atomique. Ensuite, le centre de l'atome, le nucléon et les quarks. On pourrait continuer avec les fractales, etc. Mais voilà. Et on revient à notre jardin. Alors, comment je fais? Voilà. Cela dit, ou plutôt cela vu, j'aimerais commencer par dire que l'univers... Attendez, parce que je vais mettre un... Comment je fais ça? Un instant. Là. Maintenant, je partage. Et je viens là. Voilà. Et je viens là. OK. J'espère que vous pouvez voir ça bien. Voilà. Alors, peut-être donc notre conscience. Cela dit, j'aimerais commencer par dire que l'univers est un flux de conscience universelle, du plus petit au plus supposément grand, du plus proche au plus éloigné. Ce flux de conscience est le courant de l'évolution sans principe ni fin. Les univers se succèdent dans ce flux. Ils apparaissent et disparaissent l'un après l'autre. Mais cette conscience universelle, elle est permanente, se déployant et se retirant à perpétuité. Elle a besoin de véhicules pour atteindre le moindre coin de sa portée. Ces véhicules, on va les appeler nœuds ou centres de conscience. D'aucuns les appellent monades. Il y a des milliers d'étoiles dans le ciel et on peut supposer qu'elles sont, chacune d'elles, des points de conscience, donc des millions de centres de conscience. L'espace, on vient de le voir, est un vaste agrégat de points de conscience. Voyons maintenant un exemple. Un centre d'énergie de milliers de kilowatts de puissance, par exemple, a besoin de récepteurs capables de transformer cette énorme puissance afin qu'elle puisse être reçue par des récepteurs plus petits. On les appellera convertisseurs.
Ceux-ci ont également besoin d'autres convertisseurs afin que la force de l'énergie puisse être reçue par d'autres récepteurs encore plus petits sans littéralement éclater. À leur tour, ceux-ci deviendront convertisseurs pour d'autres récepteurs plus petits et ainsi de suite. De même, la force, la puissance de ce flux de conscience universelle doit se canaliser au moyen du soi-disant convertisseur afin de pouvoir se manifester dans les niveaux insignifiants de la matière physique sans que les bornes éclatent. Tous les récepteurs qui servent de pont ou de véhicule au passage de ce flux de conscience sont également des centres de conscience, de sorte qu'à la fin, les dernières bornes qui reçoivent ce flux sont, elles aussi, des centres de conscience. Chacun de ces nœuds ou centres de conscience, appelés par certains des monades, est à son propre stage de développement. Chacun de ces bornes terminaux a son propre niveau de développement. Il y en a qui sont à des stages très rudimentaires, mais il y en a qui sont très proches de cette conscience universelle, chacun selon son développement au cours de l'évolution. Ce processus constitue donc la voie de l'évolution de l'univers. C'est un chemin sans principe, sans début, sans commencement et sans fin. Mais cela a une portée si vaste, si inatteignable, que notre petit cerveau a du mal à l'imaginer. En théosophie, on nous apprend que les périodes de manifestation de l'absolu se produisent cycliquement. Un temps d'expansion ou de manifestation, suivi d'un temps de retrait ou d'absorption, un mouvement d'inspiration et d'expiration, pour ainsi dire, de flux et de reflux. On trouve ces mots dans la doctrine secrète. On nous apprend également que par analogie, il en est de même pour toute la nature. La deuxième proposition fondamentale dans la doctrine secrète l'affirme. C'est l'universalité absolue de cette loi de périodicité dans tous les départements de la nature. C'est là l'une des lois fondamentales de l'univers. Mais restons modestes et voyons un peu ce qui se passe plus près de chez nous. Continuons dans la doctrine secrète. Dans le préface, vous allez trouver qu'on nous dit que l'être humain a une constitution composée et que c'est une entité qui évolue par un cycle d'incarnation et que cette entité, on va l'appeler aussi monade, le principe immortel, éternel en nous, partie indissoluble du tout intégral. C'est l'esprit universel dont il émane et en qui il s'absorbe à la fin du cycle. On dit aussi que cette monade est le pèlerin qui se doit d'accomplir le cycle évolutif correspondant à la période de manifestation en cours. Dans ce cycle de pèlerinage, l'être humain se situe donc au beau centre du parcours évolutif. C'est le point tournant décisif qui permettra à cette monade au centre de conscience, c'est-à-dire nous, de prendre en main sa destinée et de se diriger vers sa source universelle. Elle y retournera en pleine conscience de ce qu'elle est, de son essence, de son identité avec l'esprit universel dont elle émane et en qui elle s'absorbe à la fin du cycle. Chaque essence monadique, chaque monade, quel que soit le lieu et le moment, est une éternité dans le processus d'apprentissage, avançant toujours du moins parfait au plus parfait. Dans tout Manvantara cosmique,
Elle commence son voyage évolutif comme une étincelle divine de conscience de soi. Une étincelle divine de conscience de soi qui passe par toutes les phases et toutes les expériences contenues dans ce Manvantara spécifique et se termine comme un Dieu pleinement perfectionné. Voici en 10 minutes une perspective globale de l'univers et en gros de son fonctionnement. L'axiome hermétique, comme il est dessus, il est donc en dessous, s'avère très utile à tout moment. Lorsqu'on analyse les analogies entre les différents niveaux de manifestation, que ce soit le système solaire, le soleil, la terre, l'être humain, notre corps, les cellules de notre corps ou l'atome. Descendons encore un peu jusqu'au niveau humain. Il s'agit après tout de s'en tenir au titre de ces réflexions. Où est-elle donc cette conscience? HPB dit dans la doctrine secrète que toutes les entités, toutes les monades dans l'univers, ou bien sont déjà passées, ou bien passeront dans le futur par l'étape humaine dans son parcours évolutif. Toute monade, chemin faisant, y passe, car c'est le moment où elle prend en main son destin et c'est le moment où elle devient autoconsciente, où nous devenons autoconscients. Nous en venons maintenant au niveau personnel. Elle est où cette conscience? Et puis, de quelle conscience parle-t-on d'ailleurs? La conscience est quelque chose de très vague. Lorsqu'on essaie de la situer quelque part, ce n'est pas tellement évident. Où pouvons-nous la situer? Cherchons d'abord les définitions données dans certains milieux. Alors, dans le glossaire occulte de Depuluker, on trouve que la conscience, comme définition, est esprit-matière, sous toutes ses formes et manifestations protéiformes. Proté est le dieu de la mer grecque qui change d'apparence selon les nécessités. Donc, la conscience est esprit-matière, c'est-à-dire la force et la matière, ou l'esprit-substance qui ne font qu'un. C'est pourquoi la conscience est la forme d'énergie la plus fine et la plus élevée. Elle est la racine de toutes les choses. Et elle est coextensive avec l'espace cosmique. Elle est donc le fondement et l'essence des dieux, des monades et des atomes, les 3 degrés généralisés, cosmiquement parlant, de l'univers. Un corollaire naturel de tout cela est que l'univers est donc une conscience incarnée, ou bien plus exactement, nous devrions l'appeler un agrégat quasi infini de conscience incarnée au pluriel. Si nous cherchons dans le dictionnaire, nous verrons que conscience, ça vient du latin conscientia, et il y a plusieurs acceptions à ce mot. Donc la première, c'est la conscience et la connaissance du bien et du mal qui permet à une personne de juger moralement la réalité et les actes, en particulier les siens. Ensuite, la conscience est le sens moral ou éthique propre à une personne. La conscience est la connaissance spontanée et plus ou moins vague d'une réalité. C'est une connaissance claire et réfléchie de la réalité. C'est aussi la capacité à reconnaître la réalité environnante. Et c'est l'activité mentale du sujet lui-même qui lui permet de se sentir présent dans le monde et dans la réalité. Si nous allons chercher Platon, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, il nous a dit que la conscience est la relation de l'âme avec elle-même.
C'est un dialogue qui est généré avec un langage capable de demander et de répondre en même temps. Vous voyez qu'il y a pas mal de définitions du mot. Ce que dit Platon, c'est que la conscience signifie avoir la possibilité d'agir et de réagir. Son conseil est de regarder la nature. Vous voyez à tous les niveaux l'action et la réaction. Les atomes, les électrons, il y a un échange à tout. Ils sont tous en train de s'échanger, de changer, et cet échange, vous pouvez l'avoir à tous les niveaux. Cela signifie donc qu'il y a une conscience à tous les niveaux. Seulement que chacun de ces niveaux, il y a une qualité très différente de conscience. Chaque niveau de conscience a son propre spectre de conscience. Si vous mettez un humain sur Mars, par exemple, on peut se demander, il est où? Il est sur Mars? Certainement pas. Son corps est sur Mars. Mais son mental, sa conscience est toujours sur la sphère terrestre. Car c'est là que son spectre de pensée se trouve. Il n'a pas voyagé dans ce cas-là. Même on pourrait dire que c'est une illusion d'être sur Mars. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas voir ce qui entre le vrai spectre de conscience de Mars, puisqu'il est centré dans son propre spectre de conscience qui se trouve sur Terre. Ces paramètres répondent à la conscience qu'il a sur Terre. Lorsqu'il dit « me voilà sur Mars », c'est seulement le corps qui est mis là. L'esprit, il n'est pas sur Mars. Sinon, il serait capable de comprendre la qualité de l'évolution et l'état de conscience de la planète Mars. C'est la même chose quand on observe le Soleil, par exemple. Nous ne voyons la partie du Soleil, seulement la partie qui correspond à notre spectre ou à notre champ de conscience. Ceci est valable pour l'ensemble de l'univers. Si vous regardez le ciel, vous ne voyez que les étoiles et les planètes, mais seulement la partie des étoiles et des planètes qui entre, qui se trouve dans le cadre de ce spectre de conscience que nous avons. D'habitude, on peut penser que la conscience a une location fixe, mais ce n'est pas le cas. Alors, lorsqu'on se demande, mais elle est où cette conscience? Cela devient une question intrigante. Or, du point de vue personnel, si on revise tout l'éventail de notre développement spirituel et personnel, notamment le personnel, on voit que l'on pourrait focaliser notre attention dans les petits gestes quotidiens. Par exemple, aller au marché, par exemple, à ce moment-là, on voit que toute l'attention est placée sur ce que nous faisons. On focalise notre attention sur la salade, sur les légumes, sur les fruits qu'on va acheter. Notre conscience est tout à fait centrée sur ce fait. Si on est fâché, elle est où notre conscience? Lorsqu'on regarde un film qui nous fascine, elle est où notre conscience? Vous voyez bien que la conscience n'a pas de localisation fixe. Il n'est pas facile de la localiser car il paraît qu'elle est flexible. Par ailleurs, lorsque nous étudions la doctrine secrète, par exemple, toute notre attention est focalisée sur cette étude. Notre conscience est projetée dans l'étude. Parce que, voyez-vous, il paraît que la conscience, elle peut être projetée où l'on veut, à volonté. Lorsque HPB parle des différents niveaux dans la constitution humaine et aussi dans la chaîne planétaire, elle explique que ces niveaux sont tout le temps entremêlés.
Ces niveaux s'interpénètrent les uns les autres, de sorte que chaque dimension, chaque niveau de conscience, tout comme chaque globe dans la chaîne terrestre par exemple, se déplace et bouge à travers les uns et les autres. Blavatsky fait la comparaison avec les poupées russes, les matrioshkas, qui sont cachées les unes à l'intérieur des autres. Ceci implique donc que nous pouvons fonctionner à n'importe quel niveau de conscience, à tout moment, tant que nous saurons focaliser et projeter notre conscience. Pas mal, hein? Maintenant que nous parlons d'un sujet déterminé, par exemple, vous et moi, on est en train de focaliser notre attention et notre conscience au niveau mental, dans lequel nous avons une connexion. J'utilise des mots, vous entendez des mots, des expressions qui vont nous aider à percevoir l'image de ce que je veux exprimer. On l'aperçoit parce que notre conscience, la mienne et la vôtre, est projetée volontairement parce que les mots que je prononce nous aident à syntoniser et à aiguiser notre capacité réceptive à ce niveau-là. D'autre part, ce qu'on appelle œuf aurique, qui nous entoure tout autour, constitue un réservoir de notre essence individuelle provenant de cet esprit universel dont elle émane. C'est également le réservoir de toutes les expériences que nous accumulons au long de la vie, et chacune y laisse là une empreinte et sa fréquence vibratoire. Tout ce qui y est contenu est à notre portée instantanément. Nous pouvons y accéder à l'instant. Parfois, on ne perçoit pas ce qui se passe à l'intérieur de notre aurique parce que nous ne sommes pas syntonisés. Et cela nous empêche d'y accéder, d'en être conscient. Or, il est intéressant de faire l'analyse, d'analyser cette difficulté. Pourquoi on ne peut pas établir cette connexion? Et on se rendra compte que c'est une difficulté que nous avons créée à cause de notre disposition interne. Par exemple, supposons que je suis pessimiste et que mon penchant est de voir toujours le côté noir des choses. Je vois d'abord les choses négatives parce que c'est à cette tendance que je raisonne. C'est à cette tendance que je suis le plus sensible. C'est à cette vibration que je réponds d'une façon inconsciente. Alors, par exemple, les gens sujets à la dépression, ça veut dire qu'ils sont devenus trop sensibles aux choses négatives. Et ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est de les entraîner à être sensibles aux choses positives. N'oublions pas que c'est le mental qui nous aide à façonner notre œuf aurique. C'est par le mental que nous façonnons notre œuf aurique. Et en fait, ce n'est pas même pas une représentation. Nous sommes l'œuf aurique. Je reviens avec la question. Elle est donc où, cette conscience? Maintenant, on pourrait se poser une autre question. Est-ce que nous sommes notre cerveau? Sommes-nous notre cerveau? Eh bien non. Notre cerveau est seulement l'interface qui traduit ce que nous apercevons avec les sens. Il le traduit en quelque chose destiné à un niveau où notre conscience peut le saisir, peut le capter. Ceci ne sera pas très fiable, car très facilement, nous sommes capables de colorier nos sens et nos observations d'une façon ou d'une autre. On justifie, on trouve toujours une explication. Parfois, il est des choses ou des circonstances même qu'on ne voit pas
parce qu'on ne les comprend pas. J'ai été prof de lycée pendant 37 ans et j'enseignais le français, mais aussi l'anglais. Donc, pour les langues étrangères, à des élèves hispanophones qui n'ont pas tout le spectre de sons qui appartiennent à la langue française ou à la langue anglaise, par le fait qu'il ne possédait pas dans sa conscience ces sons, il ne les entendait même pas. Il n'était pas capable de les détecter. C'était comme s'ils n'existaient pas. Alors, nous, donc, on peut dire qu'on ne voit que ce qu'on a à l'intérieur. HPB donne un exemple et elle dit que notre conscience est tellement manipulée par nos idées préconçues, par nos préjugés, que le plus grand défi pour nous est de découvrir de quelle façon on observe le monde qui nous entoure. Non pas tellement découvrir le monde qui nous entoure, mais découvrir comment on découvre le monde qui nous entoure, le processus. Or, les choses que nous avons accumulées dans notre euphorique, nous y avons accès immédiatement, sont là, c'est instantané. C'est quelque chose que nous pouvons récupérer immédiatement. Mais les choses qui ne sont pas encore construites dans notre œuf, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables d'y arriver ou d'arriver à les comprendre ou à les saisir. C'est seulement que ça va prendre un peu plus longtemps, mais nous pouvons quand même y accéder. Cela signifie seulement qu'il faut plus de concentration et un peu plus longtemps pour recevoir les informations. Ensuite, nous devons travailler dur du point de vue de la conscience pour y détecter ce qui s'y passe. La science fait cela par l'observation, mais les théosophes, on le fait en se basant sur les 3 propositions fondamentales de la doctrine secrète. Et en faisant cela, nous sommes beaucoup plus capables d'admettre ce qui se passe et de quelle façon nous pouvons voir les choses générales qui nous signalent les lois et ce qui arrive également dans d'autres parties de l'univers. Parmi les aphorismes occultes cités dans la doctrine secrète, certains font référence à la composition du soleil. Il est dit que le soleil, que nous voyons, dans son jaillissement de vie et de lumière à travers notre monde, n'est qu'un reflet du principe primaire et invisible. Plusieurs termes tous significatifs sont utilisés en référence à ce soleil caché, ou principe primaire. Cœur, noyau, foyer, graine, tels sont les termes souvent utilisés. De ce principe premier, dit-on, découlent tous les pouvoirs qui doivent se manifester. Une autre tradition occulte affirme qu'au centre du Soleil se trouve un seul atome, que cet atome est le véritable corps originel et permanent du Soleil, et qu'il est le portail par lequel passent toutes les forces qui pénètrent dans le système solaire, le flux de conscience universelle dont nous sommes une étincelle. Je vais répéter ça parce que au centre du Soleil se trouve un seul atome. Cet atome est le véritable corps originel et permanent du Soleil et il est le portail par lequel passent toutes les forces qui pénètrent dans le système solaire, passe le flux de conscience universelle dont nous sommes une étincelle.
et que le puissant, ça c'est l'une des traditions, et qui dit aussi que le puissant globe de lumière d'un diamètre d'environ 1 million de kilomètres, considéré par nous comme notre Soleil, est simplement l'aura lumineuse autour d'un seul atome. Par ailleurs, la science pense que la surface du Soleil est à 5000 ou 6000 degrés Celsius. Selon certains auteurs, elle n'est pas plus chaude, mais à une température normale. Seulement la science, qui seulement vérifie les choses qu'elle peut toucher et mesurer, examine la matière. Les scientifiques ont examiné la matière, les molécules du Soleil, et ils ont vu que ces molécules rayonnent. Sur la Terre, si nous devions stimuler cette situation avec les molécules afin de les faire rayonner, nous aurions besoin de 5000 degrés de température. Mais sur le Soleil, ces atomes sont probablement dans des conditions différentes de celles de nos atomes sur la Terre. Si nous envoyons quelque chose sur le Soleil ou dans le Soleil, nous avons la sensation que c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de rayonnement qui provient du Soleil. Nous absorbons ce rayonnement et cela nous fait sentir chaud. Puis, nous entrons dans la pensée anthropomorphe et on dit, on a chaud, donc le Soleil est chaud. Il rayonne certainement beaucoup et il est intensément rayonnant, mais c'est tout. C'est-à-dire que nous ne percevons que ce qui est déjà dans notre spectre de conscience. La science recherche la vie dans l'univers et cela signifie pour eux chercher l'oxygène, chercher 20 degrés, chercher le bon type de molécule, c'est-à-dire qu'ils cherchent à retrouver les mêmes conditions de la vie qui se présentent sur notre Terre. Et ils ne pensent pas à la question, est-il possible pour une autre planète, bien plus au-delà de la Voie lactée, que la vie puisse être utilisée, puisse peut-être utiliser d'autres combinaisons pour s'exprimer, parce que cela n'est pas intégré dans leur spectre de conscience. Mais revenons à notre conscience. La conscience est donc sans doute quelque chose de bien vague à définir. Quelle que soit la profondeur avec laquelle l'esprit plonge dans les abîmes de la pensée, il n'atteindra jamais rien qui ne soit une conscience toujours plus grande à lui-même. L'être ultime, le Dieu intérieur, l'Atman, c'est la monade, c'est l'individu perpétuel, l'individualité spirituelle, la partie invisible de nous. Le cœur de la monade, de cette partie invisible, sa source supérieure de vie et d'intelligence, est une monade divine, le Dieu intérieur. Mais le mot monade, on l'a vu tout à l'heure, est utilisé de manière générale pour désigner une variété de centres de conscience chez l'homme. On a dit au début qu'une monade est un centre de conscience. Il y a la monade spirituelle qui est fille de la monade divine. Il y a la monade humaine qui est fille de la monade spirituelle et il y a la monade astrale vitale qui est fille de la monade humaine. Toutes ensemble, elles forment la constitution humaine, mais chacune d'elles est un centre de conscience. Chacune de ces monades est une entité évolutive, indépendamment de son degré. Chacune
évolue au degré qui lui est propre. Tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains découle en dernier ressort de l'essence monadique qui entoure le plus intime. Notre intelligence spirituelle, nos instincts de noble pensée, d'action aimable et fraternelle, les élans de compassion qui emplissent nos cœurs, l'amour qui nous rend dignes, les hautes intuitions dont notre nature est capable, tout cela découle de la monade et s'enracine dans celle-ci. La même monade spirituelle, qui est le cœur de l'ego incarné, a sa racine dans la monade divine du Dieu intérieur, la partie immortelle de nous, cette étincelle qui nous vient de l'esprit universel, de cette conscience universelle. Sans l'influence ou les rayons de la monade qui se déversent dans notre conscience humaine, nous serions de simples bêtes humaines. La monade serait là, mais elle dormirait, elle serait dormante. Et bien qu'étant humains, nous serions spirituellement assombris et endormis. Et l'âme est le vêtement ou le voile psychique d'une monade qui traverse la phase spécifique du pèlerinage éternel à travers le temps et l'espace. L'expression de cette monade sur n'importe quel plan est une âme. L'âme, à son tour, fonctionne par son propre véhicule, qu'il soit éthérique ou physique. Du point de vue mystique, on peut dire que le corps physique est une monade conglomérée du plan physique, car elle est constituée de petites vies ou monades, les petites cellules, les atomes. Tout cela sont des monades qui forment le congloméré de la constitution du corps physique, par exemple. Mais l'âme de toutes ces petites vies ou monades est la grande monade, la monade des monades, monas monadum, dans cette hiérarchie particulière. Tandis que la monade au-dessus de l'âme est à nouveau sa propre super monade. Cela constitue un merveilleux mystère, la nature universelle de la conscience. La conscience d'un être humain, par exemple, est dans son corps tout entier, mais elle a différents emplacements au point d'activité spéciale dans les organes du corps. Par analogie, nous voyons comment la conscience de la monade cosmique est universelle et comment nous trouvons tous en elle, à son intérieur, toute l'éternité, en y grandissant et en y élargissant constamment notre conscience. C'est une expansion perpétuelle de notre conscience, ce qui signifie en réalité que nous faisons évoluer notre moi conscient. La tâche de l'humanité est de distinguer clairement l'homme réel et les formes, ou les corps au moyen desquels il s'exprime, de distinguer l'homme réel de ses véhicules. Pendant la conscience de veille, l'expérience ordinaire est que les corps mental, émotionnel et physique sont intimement liés, sont vraiment aussi intimement imbriqués que s'ils étaient une belle et bonne unité de travail. L'homme, dans le passé, il s'est identifié complètement à chacun de ses corps, à tour de rôle. Et beaucoup dans l'humanité actuelle continuent à s'identifier à leurs vêtements. Bien qu'une analyse révèle immédiatement la triple nature, il s'agit toujours d'une unité bien établie
dans laquelle les trois corps fonctionnent. Cependant, le fait même de soutenir cela reconnaît tacitement un connaisseur indépendant qui, à partir d'un centre conscient, peut se démarquer et examiner objectivement ses agents, les corps, et apprendre d'eux le mode dans lequel ils vivent. Ce sont eux, et eux seuls, qui permettent à l'homme de connaître ces mondes, car chacun agit comme un miroir dans lequel se reflète son propre plan d'action. Ils sont aussi les instruments par lesquels l'homme peut agir sur ses plans respectifs. Les trois corps sont ses moyens, ses véhicules. En fait, ses seuls moyens de communication entre lui et les différents plans de son existence. Mais bien que les corps vivent entre deux mondes, l'homme n'est pas nécessairement de ces mondes, n'appartient pas à ces mondes, ils ne leur appartiennent pas non plus. À cet égard, les enseignements occultes déclarent que l'homme, le microcosme, correspond dans les facteurs fondamentaux de sa composition au soleil macroscopique, car en lui se trouve toujours la véritable source de sa vie. Le véritable centre de l'homme est similaire au noyau et à l'atome central du soleil et est vraiment considéré comme un foyer de vie plutôt que comme une identification avec l'une des choses de la nature et de la forme. Ainsi donc, récapitulons le processus qui conduit à ce qui est vécu comme la conscience humaine. La vie universelle est créative par essence, étant donné qu'elle est par nature une impulsion torrentielle, ce flux qui cherche, qui force et qui impose un champ de contact toujours plus large, afin de l'aider dans son sens exploratoire de tels contacts. Dans le monde des formes, à travers un tissu ou un vêtement, dans sa quête, elle poursuit et utilise toutes les formes possibles dans son cycle de voyage extérieur vers le monde physique. Et elle est ralentie progressivement par l'inertie croissante de la matière. Sa progression est pulsation, vibration, car sa lumière de vie n'est pas celle d'un courant comme celui de l'eau, mais c'est plutôt une succession très rapide d'impacts de foudre d'une vitesse inestimable. Dans le domaine humain, l'esprit supérieur est de la nature d'une lentille, d'une pulsation, d'une superbe capacité de saisie et de pure lucidité, et de la lumière des courants de vie qui le traversent et se concentre sur un centre brillant d'une intensité forte et créative. À travers ce centre mental supérieur de chaque être humain, la lumière joue librement dans sa triple aura. Tout comme le cristallin de l'œil s'ajuste automatiquement à la lumière, à l'angle des rayons et focalise sur la rétine pour qu'une image claire puisse être projetée, l'esprit supérieur focalise la lumière de Bouddhi, s'ajuste à un centre de conscience et ajuste sa position relative à sa forme, afin de diriger la lumière pour atteindre toute partie du mécanisme du corps qui fait un appel. Ce point focal de lumière, cette vie concentrée en un point au centre, est ce qu'on appelle l'ego, l'organe intérieur, la conscience humaine individuelle même, indivisible.
Le processus de croissance peut être résumé comme suit. D'abord, l'identification inconsciente de la vie avec la forme physique. Ensuite, en vertu de la séparation claire des formes, la réalisation de l'individualisation, parce qu'on se sépare, on s'individualise. Et enfin, la libération de la conscience de soi établie maintenant, la libération de son identification avec les différents corps qui lui sont familiers. Pour beaucoup, le premier pas vers l'ascension évolutive est la conscience claire d'un moi supérieur et d'un moi inférieur, d'un moi intérieur et d'un moi extérieur, c'est-à-dire une distinction entre l'étincelle divine et son foyer, et une compréhension de sa relation ou de son lien. Ce n'est que progressivement que le foyer de l'étincelle divine et de la flamme humaine peut prendre place dans une personne consciente et éclairée qui participe à la maîtrise du mécanisme corps-âme. Sous sa direction peut commencer la tâche fascinante de formation des corps de la personnalité à être des instruments vivants et réactifs grâce auxquels les trois mondes de l'esprit, de l'émotion et de l'action physique peuvent être contrôlés et dirigés par la lumière de la vie divine pour fonctionner consciemment à travers le centre humain. Merci beaucoup. Eh bien, quel voyage avons-nous fait avec toi? Tellement clair. Je te remercie infiniment pour cette mise au point très claire. Et j'invite les participants à poser des questions, s'ils ont des questions, des commentaires. Et je suis là pour faire parvenir ces questions-là à Madame Angèle Stora-Buron. C'est d'une clarté, c'est bien. La vidéo aussi était vraiment très très bien choisie. N'est-ce pas? Ça pose tout le problème. Oui. Je m'excuse parce que apparemment j'ai fait beaucoup de bruit avec mes pages. Oui, mais tout le monde fait ça, tu sais, on n'est pas des pros, alors donc on fait beaucoup de bruit parasite. Oui, la prochaine fois, on fera mieux. Oui. On aura un assistant là qui nous rappelle à l'ordre, c'est bien, comme ça on le saura. Voilà. Très bien, très très bien. Bon, alors des questions, s'il vous plaît, les participants. Voilà, il y a une question qui vient. C'est en train de s'écrire, alors donc je ne peux pas encore donner. C'est vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Hein? Vraiment, bravo, bravo. Je sais pas, je me permettrais peut-être de dire que c'est excellent. Enfin, on ne juge pas un truc, mais ce n'est pas non plus quelque chose de social de dire ça, mais vraiment, c'est quelque chose d'excellent. C'est très clair, très net, et les exemples ont été très bien choisis au commencement avec cette vidéo-là qui nous pose tout de suite au milieu, là. Oui. Qui se croit le maître du monde, mais en fait, on est si peu de choses. J'ai une question qui rentre, qui dit, peut-on identifier l'un à la conscience universelle? L'un en tant qu'absolu?
En tant que conscience universelle. En tant que conscience universelle, moi, je pense que oui. Quand on pense à la première proposition fondamentale de la doctrine secrète, qui nous parle de ce principe absolu, indéfinissable, etc., je pense qu'il parle aussi de la conscience universelle. Parce que, en fait, tout est ce flux de conscience universelle, donc c'est le un. C'est ce que je dirais, mais bon, c'est mon opinion, je peux me tromper. Très bien. Alors, moi, est-ce que c'est au milieu de cet échange-là que je vais demander ton autorisation de mettre ta conférence sur YouTube? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des participants qui disent que c'est tellement élevé comme niveau qu'ils ne suivent pas toujours. Alors, donc, sur YouTube, ils peuvent te réécouter 100 fois si c'est nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, la réponse est donc, ce sera mis sur YouTube après avoir quand même révisé techniquement certaines choses. D'accord? D'accord. Alors, il y a une autre, merci Angèle d'avoir donné l'autorisation. Alors, il y a une autre. Dans notre vie, nous avons l'impression que la conscience est localisée dans le cerveau. Est-ce une erreur? Ben, on en a parlé de ça pendant la... Oui. Oui. Si la conscience est localisée dans le cerveau, que se passe-t-il au moment de la mort, quand il n'y a plus de cerveau? D'un côté. Ensuite, on voit bien qu'il y a beaucoup de centres de conscience qui sont différemment localisés à différents degrés de développement. Le cerveau n'est qu'une, on l'a dit, une interface. C'est transmet les impressions du monde externe, le transmet à un autre plan, à un autre niveau où notre conscience va le chercher. Et qui donc traduit ces impressions pour notre conscience. Donc, ouais, voilà. Parce qu'il y a des cellules, il y a des organes qui fonctionnent tout seuls et qui ont, eux, un centre de conscience. Chaque cellule est un centre de conscience, une monade. Chaque organe aussi. Donc, le cerveau, il a sa propre conscience. Mais la conscience de l'être humain en tant que tel, moi, je pense qu'elle est ailleurs. Très bien. Il y a une autre question qui rentre ici, qui dit « Bonjour depuis la Suisse. Je vous remercie pour ce sujet très complexe. Il faut certes une certaine philosophie pour comprendre le concept. » Ah ben, oui. Vas-y, tu peux développer cela. Et le concept de la conscience, c'est-à-dire que ce flux de conscience universelle qui se déverse constamment, ce découlement de la conscience et en fait l'évolution même de l'univers. Alors, en tant que un petit terminal dans le plan physique, je suis un récepteur de cette conscience universelle qui se déverse. Mais comme j'ai dit, on la reçoit
au moyen de plusieurs convertisseurs, si vous voulez. Mais l'essence est toujours la même. Donc, dans notre cœur, dans le plus profond de notre plus profond, cette essence universelle, de la conscience universelle, est un nous et se manifeste par nous. Mais je ne sais pas si s'il faut que je développe tout cela. Je propose qu'on devrait suggérer à la personne qui a posé cette question de peut-être fréquenter un peu plus la littérature théosophique pour pouvoir creuser un peu plus et aller très très vite dans la saisie des concepts présentés. Oui, parce que là, on pourrait s'étendre beaucoup et ramifier. Je pense que c'est vraiment... Il y a une autre question qui dit, y a-t-il donc une conscience collective? Au niveau humain, au niveau des animaux, on dit que les animaux, ils ont une conscience collective, d'accord? Mais la conscience collective en tant que telle, bon, comme nous faisons partie de l'unité, dans ce sens, la conscience de cette unité pourrait être considérée comme une conscience collective. Et, évidemment, ça dépend aussi à quel niveau on centre ou on focalise notre conscience ou notre attention. Et collective parce que les gens partagent cette conscience, ça veut dire que dans chaque niveau, notre centre de conscience de ce niveau peut être connecté ou pas. Si dans le mental, par exemple, on étudie, moi je sais pas, la doctrine secrète, on entre dans un terrain déterminé, très abstrait, avec des images, des symboles, etc. Toutes les personnes qui étudient ça ensemble, elles partagent cette étude et parce que leur conscience, à ce moment-là, est focalisée dans la même couche mentale, si je peux dire. Peut-on dire que c'est une conscience collective? Peut-être. Par exemple, quand il y a des mouvements patriotiques qui vont faire dans la rue des protestations, etc., ils fonctionnent à un niveau déterminé dans son mental qui répond à une nécessité qui fait écho d'un désir de protestation, d'un désir de justice ou d'un désir de montrer qu'ils ne sont pas contents pour quelque chose ou qu'ils sont contents. Ça dépend de la demonstration, de l'événement. Y a-t-il là une conscience collective? Probablement oui, parce qu'ils partagent, ils se retrouvent dans le même niveau de mental et émotionnel. Normalement, quand il y a un mouvement émotionnel très fort, l'individualité, l'émotion individuelle se voit entraînée par
cette vague émotionnelle collective. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais bon, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Est-ce que je peux rentrer ici pour te poser une question, pour discuter? Il y a collectif et collective. Par exemple, on dit que la conscience collective dans le sens de l'âme groupe. Oui. C'est-à-dire les insectes n'ont pas de conscience individuelle, mais ils ont une conscience collective, c'est-à-dire que dans le langage théosophique classique, traditionnel, on appelle cela l'âme groupe. Puis, il y a une conscience collective. Dans l'humanité, par exemple, il y a le corporatisme. Il y a une conscience collective. Maintenant, je pense qu'il y a une autre sorte de conscience collective qui fait que, eh bien, les humains se regroupent ayant la vraie conscience claire, qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Par exemple, s'ils partagent un idéal, par exemple, je parle des membres de la société théosophique et des travailleurs qui s'échinent depuis des décennies, rien ne les oblige à le faire. Mais ils sont regroupés de telle façon qu'il y a une force motrice qui les lie et qui les pousse en avant. Et je pense aussi que c'est une sorte de conscience collective, mais c'est une conscience collective à laquelle on adhère volontairement. Ce n'est pas quelque chose que l'on subit comme les insectes, ce n'est pas quelque chose qu'on entraîne par corporatisme, mais c'est quelque chose de notre propre volonté individuelle. Hein? Mais évidemment, le langage est pauvre, on dit toujours conscience collective. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Merci de ton intervention qui arrondit. Non, mais j'essaie, tu vois. Alors c'est bien, c'est merveilleux on travaille au niveau intellectuel, mental, mais il y a une sensibilité qui nous unit. Parce qu'en fait, ce n'est pas des idées qui unissent. Il y a un autre élément qui unit. Je ne veux pas le nommer ici, on sort du sujet. Hein? Alors donc, on se comprend. Est-ce qu'il y a une autre question quelque part? Tout le monde est satisfait sans avoir de questions à poser? Profitez, hein, profitez, parce que sur le YouTube, vous ne pouvez plus poser de questions. Si vous pouvez re-regarder, mais vous ne pouvez plus poser de questions. Très, très bien. Eh bien, je suis ravie, ravie, ravie. Ah, il y a une question, tu vois. À force d'inciter, eh bien, il n'y a pas une question, c'est merci beaucoup. Intéressant, voilà. Bon, il me reste donc de te remercier du fond du cœur, hein, avec cette intervention brillante, excellente, tout ce que tu veux, si j'ose me permettre une estimation. Alors, c'est depuis des années qu'on se connaît, mais en fait, c'est quand on se parle comme ça que on connaît l'autre un peu mieux. Hein? Alors, donc, je rends hommage aussi à tes parents que je connaissais bien, apprécie bien, et on voit le résultat là de l'éducation hein, des parents théosophiques et aussi une continuité aussi dans la recherche parce que ce n'est pas suffisant d'être né dans une famille théosophique. Alors donc c'est quelque chose que tu as pu faire grandir et tu as enrichi de façon très très belle. Alors encore une fois, au nom de la section française, au nom de Nanon Leguet, qui est la présidente, qui t'écoute d'ailleurs, et au nom de la Fédération européenne, je te dis un grand, grand, grand merci et je te dis à très, très bientôt pour un autre événement. Alors. Merci beaucoup de tes mots qui me réchauffent le cœur et que je ne mérite pas. Mais bon, j'accepte. Merci. Et merci à tous les participants qui sont venus pour partager avec nous ce partage et qui ont posé des questions pour faire avancer les choses. Voilà, merci à vous tous.
et je vous dis au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.